Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. 13h et nous commençons ensemble une nouvelle émission spéciale. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous avons une émission spéciale juste avant avec les commerçants de proximité d'Aix-les-Bains. On avait un chausseur, on avait un cordonnier, on avait une vendeuse de prêt-à-porter féminin. C'est comme ces commerçants de notre ville que l'on soutient et que nous soutiendrons encore longtemps. Mais là, nous avons une émission spéciale sur un tout autre thème. Nous avons l'honneur d'avoir dans nos studios déjà Julien Donzel, qui est premier adjoint à la mairie de la Ravoir, en charge notamment... moi, c'est Charles Lézot, moi. J'ai dit quoi ? T'as dit la Ravoir. Eh ben pourquoi j'ai dit ça ? Charles Lézot, ben oui, non mais tout à fait. En plus, alors voilà. Ça commence fort, ah oui. Là. Je te prête peut-être des ambitions politiques sur une commune à côté de Charles Lézot. Pas du tout. Non, voilà. Julien Donzel, donc premier adjoint à Charles Lézot, bien sûr, en charge de la culture et qui est par ailleurs un animateur chez nous de C'est une autre histoire, c'est notre historien en chef. Et nous avons l'honneur d'accueillir Jean-Claude Perrotto, qui lui est le délégué du souvenir napoléonien pour le Dauphiné, la Savoie, etc. Bonjour, etc. Dauphiné-Savoie. Bonjour monsieur le délégué, bonjour Jean-Claude, soyez le bienvenu ici. Donc vous êtes ici parce que le souvenir napoléonien organise un spectacle historique et lyrique à Challes-les-Eaux. C'est voilà, ça. Toi, mais ça rentre. Le samedi 28 mai à 19h, le retour de Nice à la France. Alors quand on parle de souvenirs napoléoniens, on pense bien sûr à Napoléon, entré dans la légende au mois de mai 1821, sur ce triste rocher de Sainte-Hélène en plein milieu de l'Atlantique. Un des personnages les plus importants de l'histoire de France. Bien sûr, tout le monde a entendu parler de Napoléon, tout le monde a appris l'épopée napoléonienne, et encore 2 siècles après, puisque l'année dernière, on a célébré le bicentenaire de la mort de l'empereur, il est encore bien présent, ne serait-ce que par le code civil, ne serait-ce que par les lycées, ne serait-ce que par les préfets, etc., etc. L'héritage de Napoléon Ier est, bien sûr, va concerner la France pendant encore des siècles et des siècles. Par contre, quand on parle de retour de Nice à la France, on se dit tiens, Napoléon est mort en 1821, le retour de Nice à la France en même temps que notre duché de Savoie en 1860, il a dû se passer quelque chose. Eh ben oui, il y avait le neveu, il y avait Napoléon III, l'empereur Napoléon III, notre dernier empereur. Et donc, on va parler de tout ça. Le souvenir napoléonien s'occupe de l'héritage des 2 Napoléons, des Bonaparte. Et donc, je voudrais déjà, Jean-Claude Perrotto, que vous nous présentiez un petit peu ce qu'est le souvenir napoléonien, s'il vous plaît. Bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie déjà de m'accueillir dans votre radio. C'est une première. Et je me réjouis, ça nous permet de faire connaître effectivement un petit peu nos activités. Alors le souvenir napoléonien, c'est une association type loi 1901. D'accord. Reconnue d'utilité publique depuis 1982. Alors ça, c'est important fiscalement. Voilà. Tout à fait, absolument. Les cotisations éventuellement sont déductibles. Elle a été créée en 1937 par Eugénie Gall. Eugénie Gall, c'était la descendante d'un maréchal d'Empire, qui était le maréchal Suchet. Ah oui. En 1937. Tu connais Julien? Oui, ça. bien sûr. Et c'était l'arrière-petite-nièce de l'impératrice Eugénie. D'accord. Donc il y avait effectivement un lien fort avec... Alors, l'impératrice Eugénie qui est morte à 93 ou 94 ans, je crois, qui a vécu même la Première Guerre mondiale. Elle est décédée en 1920. Donc il y a eu le bicentenaire. Avec le Covid, malheureusement, on n'a pas pu le fêter, mais c'était commémoré plutôt, c'était le centenaire de sa mort. Et qui est à l'origine un peu de la ville de Biarritz. Absolument, tout à fait. C'est Napoléon III et Eugénie qui ont créé, effectivement, l'étendue, si on peut dire, la renommée de la ville de Biarritz. D'accord. Mais pas que. Mais pas que, tout à fait. Alors donc, né en 1937, et puis après. Alors l'association 1937, alors évidemment elle a démarré petitement, mais elle s'est effectivement développée sur l'ensemble du territoire national et après européen. Si je fais rapide, aujourd'hui, c'est une association qui compte 3500 adhérents, répartis sur 23 délégations sur le territoire national et sur 6 délégations dans les pays européens. Donc les pays qui ont fait partie de l'Empire français sous la domination de Napoléon Ier ou pas ? Principalement, j'allais dire oui, parce qu'on va retrouver la Belgique, on va retrouver l'Espagne, on va retrouver l'Allemagne, on va retrouver l'Italie, bien sûr. Les Pays-Bas ?
Non, on n'a pas de correspondant aux Pays-Bas. On a un correspondant. Alors si on s'étend un peu, on a un correspondant en Russie. D'actualité aujourd'hui, mais ça c'est la défaite. C'est la retraite, ça. Donc on n'en parle pas. Oui, mais faut savoir que Napoléon et toute l'histoire de Napoléon est énormément commémorée en Russie. En Russie. Puisque, je vous rappelle, on a fait 1812 à Challes-les-Eaux il n'y a pas si longtemps. C'est un grand épisode de l'histoire napoléonienne. Le conflit, si on peut dire, entre Napoléon III et le tsar Alexandre. Donc, l'histoire est très prégnante, je dirais même en Russie. Il y a beaucoup de reconstitueurs, effectivement. D'accord. Et puis alors maintenant, donc vous êtes délégué pour le Dauphiné et la Savoie. Donc je pense le Dauphiné, il y a le département de l'Isère, il doit y avoir aussi les Hautes-Alpes. Drôme, c'est Drôme. Drôme, Isère, Savoie et Haute-Savoie. D'accord. Alors, quel est votre rôle ? C'est de faire vivre la mémoire napoléonienne sur nos départements ? Oui, alors le rôle de l'association, de manière générale, c'est de faire connaître les lieux, les personnages, les sites, les faits historiques, bien sûr, qui ont fait l'histoire du Premier et du Second Empire. C'est important de le rappeler. Et plus localement, en tant que délégué, j'ai effectivement une délégation de part du président national pour animer effectivement l'association sur la région. Alors, j'en profite juste pour faire une petite aparté, pour rappeler le lien fort qu'il existe entre les Bonaparte et la Maison de Savoie. Peu de gens le savent, mais en réalité, lors du traité de 1860, on en parlera peut-être tout à l'heure en parlant du spectacle, eh bien, lors du traité de 1860, il y avait une condition, si on peut dire, diplomatique, qui était le rapprochement par un mariage entre le prince Napoléon Jérôme, qu'on appelait à l'époque Plomplon, que les gens connaissent sous le nom de Plomplon, et Marie-Clotilde de Savoie, qui était la fille de Victor-Emmanuel II. Et donc, à l'occasion de ce traité, effectivement, Marie-Clotilde de Savoie a épousé Plomplon, et mariage diplomatique, mais qui a comme donné des enfants. Pourquoi je dis lien fort, même qu'aujourd'hui ? Tout simplement puisque le descendant actuel de la maison Bonaparte, Jean-Christophe Napoléon, qui est on peut dire le chef de la maison impériale aujourd'hui, est un descendant de Marie-Clotilde. Donc c'est un descendant de la maison de Savoie. Absolument, c'est un descendant de la maison. Voilà, juste pour faire la parenthèse. Bien sûr. Et donc, alors, cette association, vous nous avez dit qu'il y a des délégations dans tout le territoire français. Il y a une fondation aussi, Napoléon. Tout à fait, il y a une fondation. Alors, la fondation a été créée il y a environ 25 ans. Cette fondation a été créée à l'occasion d'un mécénat. Il faut savoir que nous avions un mécène qui était bien connu à son époque, qui était Martial Lapeyre. Martial Lapeyre, qui était un fervent napoléonien, donc des premiers temps, on peut dire même du souvenir napoléonien, et il a décidé de céder sa fortune personnelle au souvenir napoléonien. D'accord. Et comme association, juridiquement, on ne pouvait pas recevoir de dons aussi importants que la fortune de Martial Lapeyre. Le ministre de l'Intérieur de l'époque avait décidé de la création d'une fondation de Napoléon. Voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, il y a les deux. Il existe la fondation, bien sûr, avec une activité très importante, et notamment, vous l'avez rappelé, à l'occasion de l'année Napoléon en 2021. Et à côté, il y a la fondation, qui est une association, et qui a effectivement des adhérents qui participent à des animations que l'on fait, et notamment celles que je peux faire effectivement dans la région. Alors vous êtes arrivé là en tant que délégué. Pourquoi ? Vous êtes un passionné de l'histoire napoléonienne ? Oui, alors passionné, moi je vais dire, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Un peu comme Julien, là. Quasiment. Un peu. Moi, j'ai vécu à une époque en région parisienne quand j'étais tout gamin, donc les Invalides, c'était ma cour de récréation. Plus tard, j'étais dans une école qui était tout près de l'île d'Aix, en Charente-Maritime. Il faut savoir que l'île d'Aix c'était la dernière demeure de Napoléon. Avant de partir, il croyait partir au Royaume-Uni, puis en fait, le bateau, il a pris à gauche, il a pris plein sud. C'est un peu ça. Vous voulez prendre plein nord. Oui. C'est un peu ça. Oui, il est monté, puis après il est redescendu. Voilà, c'est exactement. Mais c'était de la territoire. Donc effectivement, ça m'a interpellé. Moi, à l'époque, j'étais donc effectivement un passionné. M'a interpellé, même jeune. Pourquoi on entendait parler tant de Napoléon ? Notamment à Paris, il n'y a pas une rue, il n'y a pas un boulevard qui n'a pas lié à l'Empire. Pas une station de métro dont le nom est lié à l'Empire. Bien sûr, déjà la place de l'Étoile avec l'Arc de Triomphe, toutes les retours, quasiment sauf Foch et puis les Champs-Élysées. Autrement, c'est Iéna, voilà, c'est Friedland, c'est une bataille. À Paris, vous avez le boulevard des Maréchaux. Oui. Moi, je vais toujours poser la question, pourquoi boulevard des Maréchaux ? Et tous les maréchaux qu'il y a sur ce boulevard, ce sont des maréchaux d'Empire. Ce sont des maréchaux d'Empire. Et ce qui est intéressant, après, si on les creuse, et c'est le cas de notre association, puisqu'on n'a pas que des passionnés, il y a aussi des historiens, il y a des chercheurs, il y a des gens qui depuis 200 ans, et notamment grâce à la Fondation,
essaye aujourd'hui de rendre toujours cette histoire vivante. Je peux juste prendre un exemple un peu concret, puisque c'est de l'actualité très actuelle, si je puis dire. En réalité, la Fondation a fait une recherche très importante depuis 20 ans sur toute la correspondance de Napoléon. Il faut savoir que cette correspondance, ça représente 40 500 lettres. Il écrivait beaucoup, Napoléon. Il écrivait énormément. Alors, il faisait écrire. Ouais. Enfin, il écrivait un peu aussi. Mais effectivement, il y a une correspondance très importante. Partout, dans toutes ses campagnes, il a énormément écrit. Et le travail de la Fondation, depuis 20 ans, ça a été de refaire des ouvrages qui reprenaient toutes ces lettres. Donc, il y a eu depuis 20 ans 15 tomes qui correspondent à toute la correspondance depuis 1784, je crois, ses premiers pas en France, et je veux dire jusqu'à 1821 à Sainte-Hélène. Il y a eu 15 ouvrages. Et depuis, c'est pas vieux, je crois, depuis donc 8 jours, a été mis en ligne le premier tome de la correspondance de Napoléon, d'accès gratuit, sur le site Napoleonica, qui est le site internet de la Fondation. D'accord. Merci. Alors, avant qu'on parle de ce spectacle qui aura lieu le samedi 28 mai 2022 à Challes-les-Eaux, toi, je me trompe Très plus. bien, très bien. Ah, c'est très, très bien. Donc, le souvenir napoléonien s'occupe de l'histoire de Napoléon. Donc, bien sûr, né le 15 août 1769 à Ajaccio, arrivé en France pour aller en métropole, pour aller à l'école de Brienne, absolument. le jeune Bonaparte, et puis ensuite, on sait très bien qu'il a pris le pouvoir après donc la Révolution française, qu'il a permis de mettre un terme à la Révolution française. Et je crois que vos recherches commencent au consulat. Oui, alors l'histoire des Bonaparte, effectivement, vous l'avez rappelé, démarre effectivement à Brienne, enfin même en Corse. Il y a tout un contexte historique. Il faut se rappeler, l'histoire aurait pu tourner différemment, puisque vous savez que Napoléon étant né à Ajaccio, vous l'avez rappelé en Corse, et que la Corse a été rachetée par Louis XV très peu de temps avant sa naissance, un an avant sa naissance. 1768. Tout à fait. Sinon, Napoléon aurait été génois. Aurait été génois. Effectivement, c'est la République de Gênes, c'est exact. Donc, toute cette histoire est importante. Et puis après, il y a eu la relation entre les Bonaparte et les paolistes en Corse, qui était favorable. Et puis après, les paolistes sont tournés plus vers l'Angleterre, ce qui a effectivement créé une scission entre les Bonaparte et les Paolis. Et les Bonaparte ont été chassés de l'île de Corse et se sont retrouvés en France. Et de là est parti un peu, on peut dire, l'envol. Alors, c'est pas tout à fait le vol de l'aigle déjà, mais c'est un peu les prémices de sa carrière française, si on peut dire. Et qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur qui veut que l'acte de naissance de Napoléon soit un faux parce qu'il serait né génois, mais comme il voulait être en France, on l'aurait fait naître le 15 août 1769 alors qu'il serait né au début de l'année 1768. Alors je pense que c'est vraiment une veine polémique. C'est un petit peu comme la maladie dont il a souffert, dans le fait qu'il soit ou pas aux Invalides. C'est ce genre de polémique que certains polémistes ont voulu mettre en avant. Je pense qu'on a aujourd'hui des textes, et là la Fondation en parlerait beaucoup mieux que moi. Il y a des textes très avérés là-dessus. On est relativement très bien sûr de ce qu'il fait. Des effets. D'accord. Donc le consulat vit ensuite l'Empire, et puis vous occupez aussi de l'histoire de Napoléon III, du neveu. Bien sûr. Napoléon le Petit, comme disait Victor Hugo. C'est pas ce qu'il a fait de mieux, Victor Hugo. J'ai beaucoup de respect pour le grand écrivain qu'il était, mais j'ai tendance à être d'accord avec vous. Merci. Mais et pour moi, l'histoire de Napoléon III, elle n'est pas assez connue. C'est ça. Ça a été un très grand empereur. Bien sûr. Le second visionnaire et qui a mis en place des choses qui aujourd'hui encore sont très vivantes en France, notamment l'organisation territoriale du pays, chemin de fer, les chemins de fer, l'industrie. Tout à fait, l'industrie, le traitement, je veux dire, de la pauvreté. Mettez-vous peut-être un petit peu plus dans le micro, Monsieur Perotto, Jean-Claude, voilà, pour que nos auditeurs vous entendent mieux. Tout à fait. Et puis toute l'histoire culturelle du Second Empire. Bien sûr, c'est le début des théâtres, c'est le début un peu des cabarets, où on s'amuse, où la culture se rapproche même du peuple. Tout à fait. Il y a une société effectivement très active. Alors, on l'a parfois un peu reproché à Eugénie, dont on parlait tout à l'heure, de faire trop la fête. Mais c'est vrai, c'est elle qui a un peu structuré la société française et qui a amené notamment ce qu'on appelait à l'époque les séries de Compiègne. Ça a été aux Tuileries et notamment après les plus importantes à Compiègne, où l'empereur invitait la bourgeoisie à se mêler effectivement à la vie de l'État français. Donc il y a une vraie société qui s'est créée sous le Second Empire.
Eugénie de Montero, dont on dit qu'elle est la première First Lady française, la première dame qui a pris son rôle avec Napoléon III, qui est arrivé là sur un coup d'État quand même. Premier président élu au suffrage universel. Alors, il y a plusieurs choses. Effectivement, il a tenté plusieurs coups d'État, d'ailleurs, dont certains ont échoué. Mais malgré tout, il faut se rappeler que c'est le premier président de la République élu au suffrage universel, tout à fait. Masculin. Suffrage masculin à l'époque, c'était que les hommes qui avaient la majorité. Vous avez raison. Écoutez, c'est passionnant cette émission. On va parler dans quelques minutes donc du spectacle samedi 28 mai 2022 à 19h avec une présentation dès 18h30, spectacle historique et lyrique, le retour de Nice à la France. Où ça, Jean-Pierre, dans quelle ville? À Challes-les-Eaux. Voilà. À l'espace Bellevarde, monsieur le premier adjoint en charge de la culture. C'est une très belle salle qui est à dimension humaine. Tu nous en parleras dans quelques instants, cher Julien. On est ensemble sur le 92.radiograndlac.com. On va marquer une pause musicale après avoir posé un petit peu les jalons de cette émission. Et puis on va parler donc du retour de Nice à la France et du spectacle qui aura lieu samedi prochain. Et on a la chance, l'honneur pour pouvoir faire ça, d'avoir avec nous Jean-Claude Perrotto, délégué du souvenir napoléonien Dauphiné-Savoie. À tout de suite, ne partez pas. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Émission spéciale pour parler de Napoléon, pour parler du souvenir napoléonien, pour parler d'un spectacle historique et lyrique qui aura lieu le samedi 28 mai 2022 à 19h à l'espace Bellevarde de Challes-les-Eaux. Alors on va parler quelques minutes avec le premier adjoint de Challes-les-Eaux de cette belle cité thermale, une des 4 cités thermales du département de la Savoie, avec Aix-les-Bains, Brive-les-Bains et la Léchère. Tout à fait, seule cité thermale de l'agglomération chambérienne. Seule cité thermale de l'agglomération, merci de nous l'avoir dit. Alors pourquoi ce spectacle? Alors, on connaît bien sûr la passion pour l'histoire qu'a le premier adjoint de Challes-les-Eaux, mais je crois que vous êtes en partenariat avec le souvenir napoléonien, Julien. C'est ça, depuis l'année 2015, nous avons un partenariat avec l'association. Alors, partenariat qu'on a initié avec le prédécesseur de Jean-Claude, qui était Marcel Arnaud. Et on organise tout au long de l'année donc des colloques, des conférences. Et là, nous avons l'opportunité d'organiser ce spectacle en lien, bien sûr, avec le souvenir napoléonien. Des Alpes-Maritimes. C'est ça. D'accord. Donc, ce sont vos homologues, cher Jean-Claude Perrotto des Alpes-Maritimes, qui vont prendre le chemin de leurs cousins, puisque le duché de Savoie et le comté de Nice faisaient partie du royaume de Piémont-Sardaigne, et donc leur histoire était liée. D'ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, le port de la maison de Savoie qui régnait alors à Turin et à Chambéry, c'était Villefranche-sur-Mer. Donc voilà, les États de Savoie allaient jusqu'à la mer. Alors, racontez-nous peut-être un petit peu, tous les deux, pourquoi ce spectacle et comment va se dérouler ce spectacle et pourquoi le retour de Nice à la France. Je vous en pose beaucoup là quand même. On va essayer. Vas-y Jean-Claude. Je vais commencer. Mettez-vous bien en face du micro. En face du micro. Plaît, cher. Voilà. Alors, deux choses. Alors, le spectacle, déjà, il correspond aux activités que la délégation du souvenir napoléonien organise dans la région. Donc, mon homologue Olivier Guébali, effectivement, à Nice, a monté un spectacle qui concernait naturellement l'histoire de Nice, mais à la même époque, effectivement, que la Savoie a été rattachée à la France. C'est la raison pour laquelle, après avoir connu un grand succès à Nice l'année dernière, à l'occasion de l'année Napoléon, à la Villa Masséna à Nice, eh bien, il nous a proposé, effectivement, de venir le présenter en Savoie pour pouvoir non seulement profiter effectivement de la qualité des spectacles, je pense qu'on a aujourd'hui des chœurs, vous verrez, qui sont de grande qualité, et en même temps... Les chœurs napoléoniens. Les chœurs napoléoniens, tout à fait. Ce sont 25 choristes, il y a 25 choristes, il y a 4 musiciens, il y a 2 narrateurs qui vont effectivement présenter l'histoire du retour de Nice à la France. Alors, on fait très bien le parallèle historiquement entre ce qui s'est passé à Nice, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs de ce spectacle, et l'histoire de ce qui s'est passé en Savoie. Il faut savoir que ce rattachement s'est pas fait sans mal. Ça va aussi bien pour Nice que pour la Savoie. Il y avait des opposants. Il y a toujours des opposants aujourd'hui d'ailleurs. Et puisque, si je crois bien, en 2010, il y a eu auprès du Parlement européen la demande de remise en cause de du traité de Turin. Du traité de Turin, voilà. Je ferme un petit peu cette parenthèse, mais voilà. Il faut savoir que cette histoire est effectivement très actuelle. Et donc Nice et la Savoie, vous l'avez rappelé, sont très liés
par l'histoire. La volonté de Napoléon III, lors du traité qui a mis en place ce rattachement, était effectivement de se prémunir un petit peu par la frontière naturelle en bas et en haut, donc de Nice et de la Savoie, du futur État italien qui se montait à partir du 160, quoi. Et d'ailleurs, même ce rattachement a permis encore plus à l'Italie de se réunir, puisqu'avant il y avait le Milanais, il y avait la Lombardie, il y avait les États du Pape, il y avait tout ça, etc., etc. Et ça faisait partie aussi des conditions que Napoléon III aidait donc la maison de Savoie, et qu'en échange il y avait aussi donc ce rattachement de l'Italie qui se profilait plus loin. Oui. Alors vous butez sur un mot qui est important, c'est le terme, parce qu'aujourd'hui on parle de rattachement, on parle d'annexion, on parle de réunion. Alors je dirais que les opposants parlent d'annexion, les partisans parlent de réunion. Alors il faut savoir que le terme exact dans le traité, c'est la réunion. C'est la réunion. C'est la réunion de la France, pardon. Oui, le rattachement de la Savoie à la France et le rattachement de Nice à la France. Alors, il faut rappeler un petit peu le contexte historique. Je ne sais pas si j'ai un petit peu de temps pour en parler. Nous sommes ensemble jusqu'à 17h30, il n'y a pas de problème. Très bien, j'admire cette tribune. Merci encore. Alors juste historiquement en 2 mots, effectivement, ce rattachement a eu lieu à l'occasion d'un traité. Alors si on reprend un tout petit peu l'histoire à rebrousse-poil, il faut savoir qu'il y a eu une entrevue secrète 2 ans avant entre Napoléon III et Cavour. Cavour qui était le Premier ministre, on peut dire le président du Conseil de Piémont-Sardaigne plutôt, qui avait un voisin qui était un peu gênant, qui était l'Empire austro-hongrois, qui avait des vues effectivement sur les provinces italiennes. Vous parliez de la Lombardie, des États de Rome, etc. Donc, il y avait des partisans en Italie, donc Cavour, et Garibaldi. Il y avait des partisans de l'unité italienne, la volonté de faire un État italien. La botte italienne, quoi, là. Quasiment faire la botte italienne. Et c'est pour ça qu'effectivement, Cavour, lors de l'entrevue secrète, la première entrevue secrète, parce qu'il y en a eu 2, la première entrevue secrète en 58 à Plombières, Hauteville-d'Eau. Bien sûr. Hauteville-d'Eau, c'était effectivement de demander l'aide de Napoléon III pour favoriser cette unité italienne à certaines conditions, effectivement, qui étaient de récupérer Nice et la Savoie, qui était aussi de préserver l'État du pape, les États du pape, entre autres, et le fameux mariage dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc ça, historiquement, c'était ce contexte-là. Alors, il y a eu effectivement une aide en 1859. Il y a eu les campagnes d'Italie. On sait qu'on a encore des traces, notamment si on va se promener du côté du fort de l'Essaillon. Il y a un cimetière sarde. En Maurienne, là-haut. En Maurienne, un cimetière sarde, effectivement, où il y a des soldats qui sont sardes et français qui sont morts lors de la campagne d'Italie. Mais enfin, la campagne d'Italie, il faut se rappeler, c'est quand même Montebello, c'est quand même Magenta, c'est Solferino, c'est quand même des batailles importantes. Seulement, à l'époque, effectivement, ce contexte a coûté beaucoup d'hommes. C'était une campagne très très difficile, dont les fameux hôpitaux dont je viens de parler. Ce qui fait que ce rattachement arrive à un moment, il y a eu des missions de Cavour, si je fais rapidement, des missions de Cavour, et c'est tombé un petit peu à l'eau. Et après, il y a eu une volonté. Il faut savoir qu'il y a eu une délégation savoyarde qui a volontairement écrit à Victor Emmanuel II pour demander un petit peu de reprendre le contexte du rattachement de la Savoie, en disant très clairement, la Savoie n'est pas italienne et n'a pas volonté à l'être, parce qu'on parlait encore une fois de l'unification italienne. Alors que le chef-lieu, la capitale était Turin quand même. Tout à fait. Alors, la capitale de Piémont-Sardaigne, tout à fait, était Turin. Mais la Savoie historiquement, et d'ailleurs, quand on se promène en Savoie et en Val d'Aoste, qui est juste derrière, on a une frontière naturelle, qui est le Mont Blanc. Donc nécessairement, effectivement, il y avait une partie du territoire de Piémont-Sardaigne qui était naturellement rattachée à la France. Géographiquement, on va dire. Et qui d'ailleurs, Julien pourrait nous le dire, a déjà été rattaché à la France plusieurs fois au cours de son histoire. À plusieurs reprises, notamment la première fois, c'était en 1536, lors de la venue de François Ier et ensuite d'Henri II. Donc c'est vrai qu'on a un territoire en deçà des Alpes, donc ce qu'on appelle la Savoie propre, qui a toujours été naturellement tournée vers la France. Et l'intégration de Nice à la Savoie, je crois que ça s'appelle la dédition, ça date de 1388. Donc on a des territoires, un territoire de Nice qui a été rattaché très tôt à la Savoie. Très tôt à la Savoie, et puis bien sûr en 1792, en septembre, où les troupes du général Montesquieu pénètrent dans Chambéry et la Savoie devient française jusqu'en 1815, jusqu'au traité de Vienne. Les liens entre la Savoie, Nice et la France ont été permanents. Tout à fait. Alors vous en avez,
l'équipe du souvenir napoléonien des Alpes-Maritimes en a fait un spectacle de tout ça. Tout à fait. Alors ils ont fait un spectacle dans ce contexte parallèle, on va dire politique de rattachement de Nice et de la Savoie à la France. Ils ont voulu faire un spectacle pour remettre un petit peu l'histoire dans l'occasion du spectacle, dans l'histoire de Nice. Tout le contexte historique qui a amené le rattachement naturel, si je puis dire, de Nice à la France, au même titre que la Savoie à la France. C'est pour ça que lors de ce spectacle, je ferai moi-même en introduction, vous l'avez dit tout à l'heure, en la présentation à partir du 18h30. 18h30, donc c'est le samedi 28 mai. C'est tout à fait, c'est samedi. Je ferai un rappel historique pour faire le parallèle, on peut dire, entre la Savoie et la France, sachant qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a eu des opposants à ce rattachement à Nice et il y a eu des opposants en Savoie. Je voudrais juste dire un tout petit mot, puisqu'on parle du rattachement Savoie. Il y a un personnage qui est très important dans ce rattachement, puisque lors de la deuxième entrevue, si on peut dire, entre Napoléon III et un personnage savoyard clé, il y a eu une volonté de maintenir l'unité de la Savoie. Il faut savoir qu'il y avait, justement, en 1859, après cette fameuse guerre, il y avait une volonté de partition, on peut dire, entre les gens du Nord, qui étaient plus rattachés au royaume sarde, ou même à la Suisse, et une partie qui voulait se rattacher à la France. Et il y a eu un personnage clé dans cette affaire, c'est Amédée, que je ne me trompe pas, Amédée Greffier de Bellecombe. Amédée Greffier de Bellecombe, c'est lui qui a demandé la deuxième entrevue secrète avec Napoléon III, qui est allé redire à l'empereur que effectivement il y avait une vraie volonté de la Savoie de devenir française. Fort de ça, il a amené une adresse d'une délégation et il a amené effectivement une délégation d'une trentaine ou d'une quarantaine de députés de l'époque en représentation Tuileries qui a été reçue pour effectivement confirmer cette volonté. Les Tuileries n'avaient pas encore brûlé. Et les Tuileries n'avaient pas brûlé, c'était effectivement à la fin du Second Empire, si je peux dire, juste après la fin du Second Empire. La Commune de Paris. Tout à fait, c'est ça. Alors, est-ce que pour vous, si on n'avait pas eu affaire à Napoléon III, à sa personnalité, c'était un diplomate quand même, Napoléon III, si on n'avait pas eu, est-ce que ce rattachement se serait fait quand même? Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'il y avait une vraie volonté. Alors, il est vrai, je l'ai évoqué tout à l'heure, le lien important entre les Bonaparte et la Maison de Savoie, mais il y avait encore une fois une vraie volonté des Savoyards. Du peuple savoyard. Et d'ailleurs, le rattachement qui a été donc conclu par un traité a clairement demandé qu'il y ait pas un plébiscite, mais qu'il y ait une volonté affichée de la population. Et ça s'est donc transformé en un plébiscite, ce qu'on a appelé, puisqu'on a eu... En 27 avril, si mes souvenirs sont bons, 1860. C'est ça. C'est le 22-23 avril 1860, et le week-end d'avant, si je puis dire, à Nice. Et il y a eu 96% de votes favorables. Alors, vous le parlez, c'était un vote majoritaire masculin, mais il y avait 96% de votes favorables en Savoie et 85 ou 86%, je crois, à Nice. C'est un peu l'aboutissement du projet de Louis XIV quand il parlait des frontières naturelles, les Pyrénées, les Alpes, le Rhin. L'intégration de la Savoie s'inscrit également dans ce projet qu'avait déjà Louis XIV à l'époque. Louis XIV, tout à fait. Donc voilà, c'est un roi qui avait pensé, c'est un empereur qui l'a fait. Et donc, spectacle lyrique et historique pour parler de tout cela, samedi 28 mai 2022 à 19h à l'espace Bellewaerde de Challes-les-Eaux. C'est ça, entrée libre. Entrée libre. Et je crois même qu'il y aura une petite boisson fraîche, non? On va voir ça, mais c'est possible. On va voir ça, monsieur le premier adjoint. Un spectacle historique et lyrique avec les chœurs napoléonien, Marie-Caroline Foury qui est soprane, Jean Delobel qui est baryton et Gilles Moret qui est basse. Puis il y aura aussi des musiciens de haute volée, Sabine Marzé à la mandoline, c'est rare, Patrice Bernard, chef de chœur au clavier, les tambours de l'Odyssée, et le texte sera d'Olivier Guébali, qui est le délégué du souvenir napoléonien pour les Alpes-Maritimes. Et vous-même, cher Jean-Claude Perrotto, vous allez présenter un petit peu l'histoire à partir de 18h30. Tout à fait. L'idée, c'est de replacer dans le contexte pourquoi un spectacle sur le rattachement de Nice. Donc, on a bien compris le lien entre Nice et la Savoie et la France. Et donc, j'essaierai de remettre un petit peu le contexte historique dans lequel ça s'est produit, puisque ces deux rattachements se sont faits en même temps et conclus lors du traité du 24 mars 1860. Pour vous, qui êtes un passionné, qui êtes un sachant dans l'histoire et la mémoire napoléonienne, quelles sont les grandes différences entre l'oncle et le neveu, entre Napoléon Ier et Napoléon III? Alors, un est plus militaire, est plus un stratège, l'autre peut-être c'est plus occupé de la société civile, quoique
Quoique, quand on pense quand même au lycée, quand on pense au Code civil, l'apport de Napoléon Ier est phénoménal. Disons qu'il y a une continuité. Alors c'est vrai je pense qu'il faut pas les opposer, il faut pas les comparer. Chacun a eu une influence importante sur la société française. On parle encore 200 ans après de l'impact de Napoléon Ier sur la société française, notamment, on l'avait évoqué d'ailleurs tout à l'heure, les fameuses masses de granit qui ont posé les fondements de la société française. Mais c'est vrai que Napoléon III a eu une vraie volonté d'organisation de la société française, notamment en donnant une importante à la bourgeoisie, en structurant cette société, et a amené effectivement, par des idées novatrices et sociales, une action importante sur l'organisation de cette société et sa structuration. Il faut se rappeler. Et d'ailleurs, il y avait un bon mot qui circulait dans l'Assemblée. Ça tombe bien, on est à l'époque de législative. Dans l'Assemblée, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte a été élu président de la République. En 1848. En 1848. Face à Lamartine. Entre autres. Oui, son concurrent c'était Lamartine. Les gens se demandaient qui c'est cette Martine. C'était un peu le mot de l'époque. Et lorsqu'il est venu faire son discours, si on peut dire de politique générale, comme on dirait aujourd'hui, un député le prenait un peu pour une marionnette. On a dit on va mettre à Bonaparte pour 3-4 ans et puis après on mettra autre chose. C'est juste une transition, on va dire, après la chute de Louis-Philippe, il faut se rappeler. Et en réalité, un vieux député a dit il sait ce que son nom peut, Bonaparte. Et ce qu'il voudra, il le pourra. Ce qu'il voudra, il le pourra. Très, très beau. Et effectivement, sans faire de bruit, il s'est imposé comme ça, puis ensuite son coup d'État, puis le Second Empire. Tout à fait. Puis alors, on parlait de Napoléon Ier, de ce génie, pour organiser le territoire. Et c'est pas Julien qui va me contredire, lui qui est premier adjoint et qui doit connaître l'article 112 du Code civil par cœur. Les hommes, dans le mariage, le mari et la femme se doivent à fidélité, secours et assistance. En 3 mots, on a tout dit. C'est ça. Quand on lit leur mariage, l'article 371-1, qui parle du fait qu'il faut associer les enfants aux décisions des parents, ça prend 5 lignes et à la fin, vous ne savez pas, on ne se rappelle pas du tout du début, c'est le législateur de 2020 qui a fait ça prend 5 lignes, je crois, c'est ça. 5 ou 6 lignes, on ne se rappelle pas du tout du début, alors que Napoléon, en 3 mots, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. On a quand même tout dit. Clair, net, précis, militaire en fait. Voilà, en une phrase, on a tout dit, alors que le 371-1, voilà, on le lit toujours plusieurs fois parce qu'on se rappelle pas du tout. Voilà. Et voilà, c'est un petit peu le génie de Napoléon. Absolument, il l'a toujours dit. Toutes ces batailles passeront. Par contre, tout ce qu'il a fait pour la société, notamment les fameuses masses de granit, restera. Et c'est vrai que 200 ans après, elles sont toujours actuelles. La Légion d'honneur encore. La Légion d'honneur, effectivement, on parlait tout à l'heure, l'université, la Banque de France, le Franc Germinal, le Conseil d'État, tout ça. Quel est pour vous le plus grand héritage de Napoléon Ier ? Et puis après, on va s'arrêter, parce que là, je vous pose des questions qui sont... passionnantes. Indiscutablement, je dirais le Code civil. Le Code civil, effectivement, et encore une fois, alors je me répète sans doute un peu, mais c'est le fondement de la société aujourd'hui. Tout est basé là-dessus. Toute nos relations de l'organisation est basée là-dessus. Que ce soit les contrats, que ce soit la famille, que ce soit les biens, tout est basé là-dessus. Quand même. Alors bon, bien sûr, il y a les Cambacérès, il y a tout ça qui ont fait beaucoup, les Portalis et j'en passe. Et Napoléon III, quel est son plus grand héritage ? Le plus grand héritage de Napoléon III, je pense, c'est d'avoir structuré cette société. Napoléon Ier a posé les fondements. Effectivement, mais après, il y a eu toute une activité, on va dire, internationale, heureuse et malheureuse, en finale. Mais par contre, la structuration de cette société, je pense que ces vrais jalons-là ont été posés par le Second Empire. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y avait eu une très belle exposition au Quai d'Orsay il y a quelques années sur ce splendide Second Empire. Et en réalité, à tout point de vue, vous l'avez rappelé, sur le point de vue culturel, industriel, économique, c'est vraiment ce fondement-là qui a été mis en place par le Second Empire, qu'il n'y avait pas sous le Premier Empire. Pendant le Second Empire, je crois que les Français ont été heureux. Tout à fait. Absolument. La société est heureuse parce qu'encore une fois, elle s'est organisée, elle a eu une forme de reconnaissance, effectivement, de leur statut. Il y a eu la prise en compte de la pauvreté, un manuel bien connu, écrit par Louis-Napoléon Bonaparte, bien avant qu'il se présente, c'était pour l'extinction du paupérisme.
Donc en réalité, il y avait une vraie prise en compte de l'individu, de l'homme. Et voilà, et du bonheur de chacun. Et du bonheur de chacun, tout à fait. Merci Jean-Claude Perrotto d'être venu en direct dans nos studios. Nous en sommes vraiment honorés. Délégué Dauphiné-Savoie du souvenir napoléonien et donc en partenariat avec Challes-les-Eaux, qui va devenir aussi le partenaire de Radio Grand Lac. Tout bientôt, oui. Grâce au soutien de Julien et de toute l'équipe municipale. Et donc, il y aura à Challes-les-Eaux, samedi 28 mai 2022 à 19h, mais allez-y plus tôt parce que 18h30, l'exposé de Jean-Claude Perrotto va être en tout point passionnant pour parler du retour de Nice à la France, un spectacle historique et lyrique. Et en plus, c'est entrée gratuite, Julien. C'est ça. On ne se refuse rien, Challes-les-Eaux. Alors, faut dire merci aux soutiens napoléoniens. Nous mettons la salle à disposition. C'est déjà bien. Et quand Jean-Claude a proposé la gratuité, bien sûr, on a accepté parce que ça permet aussi à tous de participer à cet événement culturel et historique. Alors, si des personnes sont intéressées pour rejoindre le souvenir napoléonien, comment est-ce qu'il faut s'y prendre ? Alors, de manière très simple, nous avons un site internet souvenirnapoléonien.com. Tout à fait, sur lequel vous trouvez les coordonnées de la délégation Dauphiné-Savoie et il peut être directement en relation avec moi et il n'y a aucun souci. Je les informerai. Merci beaucoup Jean-Claude Perrotto, merci Julien Donzel. Merci Julien, à vous. On te merci retrouve. beaucoup. À Radio Grand Lac. On te retrouve le vendredi 10 juin à 13h. Tu vas nous parler de quoi là ? La rencontre du camp du Drap d'Or entre Henri VIII et François Ier. Là, on va refaire un petit bond au 16e là. C'est ça. D'accord. Merci beaucoup Julien Donzel, merci à vous. Premier adjoint à Challes-les-Eaux. Merci Jean-Claude Perrotto. Merci. Spectacle historique et lyrique, le retour de Nice à la France, samedi 28 mai 2022 à l'espace Bellevarde à 19h. Mais allez-y plus tôt parce qu'à 18h30, Jean-Claude Perrotto, en grand connaisseur de l'épopée napoléonienne qu'il est, prendra la parole. Il nous fera l'exposé. Un merci tout particulier à ma complice et amie Sandra, sans qui nous n'aurions pas été grand-chose aujourd'hui puisqu'elle a assuré avec brio la technique comme elle sait le faire tout le temps. N'est-ce pas, Julien ? Ah, tout à fait. Merci, Julien. Je peux en témoigner au moins un vendredi sur 3. Merci, oh là là. Mais non, qui aime bien, châtie bien. Mais tout à fait, c'est de l'humour, c'est ça Radio Grand Lac, c'est la bonne entente, et puis c'est la culture, et c'est l'histoire, parce que pour savoir où l'on va, il faut savoir de là où l'on vient, et on continuera, bien sûr, à soutenir le souvenir. Jean-Pierre, j'ai eu vent d'une phrase de Churchill qui disait « Plus vous regarderez loin dans le passé, plus vous verrez loin dans le futur ». Plus vous verrez loin dans le futur. Et venant de Churchill, ça vient aussi d'un des plus grands chefs de guerre, d'un des plus grands hommes d'État du XXe siècle. On a parlé de 2 hommes d'État du 19e, et voilà, on finit avec le XXe siècle. Merci beaucoup, on vous souhaite un très beau spectacle historique et lyrique. Le retour de Nice à la France, samedi 28 mai 2022 à 19h, à l'espace Bellevarde de Challes-les-Eaux, mais allez-y à 18h30 pour la présentation historique. Sandra, 18h30, après on va changer, on est avec les commerçants ce matin, on est avec Napoléon maintenant, ce soir on sera avec la gastronomie de notre territoire, avec il y a du terroir sur la table, émission sponsorisée par les fromageries de Saint-Ours et Trévignien et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. On va encore se régaler sur notre plateau, c'est ça, c'est le grand bain de la vie locale, c'est Radio Grand Lac. On vous aime, on vous embrasse, on vous souhaite un bon après-midi. 92.1 radiograndlac.com.